Au nord-ouest de l'Europe, l'île d'Irlande couvre une surface 2 fois plus grande que la Suisse. Elle est divisée en 2 entités, l'Irlande du Nord, ou Ulster, capitale Belfast, et la République d'Irlande, aussi appelée Éire, capitale Dublin. Malgré sa double entité, l'Irlande présente une vraie cohésion. D'abord parce que c'est une île, ensuite parce que les Celtes y ont vécu longtemps sans rivaux en développant leur propre culture. Même les Romains n'ont jamais mis le pied en Irlande. Il faudra attendre les Vikings au 8e siècle pour apporter du sang neuf à une population qui porte encore dans ses gènes les traces des hommes du Nord. L'histoire n'a pas été tendre avec les Irlandais. La famine a chassé des milliers d'entre eux vers les États-Unis et la fracture entre la religion catholique et la religion protestante a longtemps séparé le sud du Nord, toujours territoire britannique. En dépit des divisions politiques, l'Irlande affirme une forte personnalité. Elle affiche partout les signes extérieurs de son unité et vénère ses enfants passés à la postérité, comme les écrivains James Joyce, Samuel Beckett et Oscar Wilde, entre autres. L'Irlande est sortie de son isolement, et avec quel succès! Le taux de croissance de l'île est un des plus élevés au monde, et les équipements industriels ont fait reculer l'agriculture qui ne représente plus que 10% du produit national brut. Aux ressources de l'océan se sont ajoutées celles des loisirs et du tourisme vert en pleine expansion. Les châteaux deviennent des hôtels et les hôtels proposent la vie de château. La réussite irlandaise doit beaucoup à l'aide des institutions européennes qui ont financé les équipements récents. De plus, une fiscalité alléchante a capté bon nombre d'investissements étrangers. Résultat, le visage de l'Irlande change. Sans tourner le dos au monde rural, l'île se dote de nouveaux moyens de subsistance et de communication. Le tiers des ordinateurs vendus en Europe sont fabriqués ici. La voie est tracée. Un nouveau souffle emporte l'Irlande. Sur la côte est, à l'embouchure de la rivière Liffey, Dublin porte un nom qui signifie « marée noire ». L'appellation n'a aucun rapport avec le pétrole. Elle trouve son origine dans les eaux grises de la rivière chargées en fragments de tourbe. Les Vikings sont les premiers habitants connus du site. Dès le 9e siècle, ils établissent ici un camp de base pour leurs incursions dans les terres. La vie s'était déjà installée bien avant, au point stratégique d'un passage à gué sur le cours d'eau. Un réseau de voies navigables offrait de nombreux et précieux ancrages aux bateaux. Le pont O'Connell prolonge la rue du même nom, qui traverse depuis le XVIIIe siècle un quartier commerçant. À cette époque, le catholique Daniel O'Connell résiste aux Britanniques par la voie parlementaire et pacifique. Une exception hélas trop rare dans l'histoire des deux pays. Dublin porte l'empreinte caractéristique d'un style monumental qui connut son apogée en Irlande au XVIIIe siècle et qui fut baptisé georgien, en l'honneur de 4 rois britanniques consécutifs. Dublin est alors la 2e ville du Royaume-Uni, après Londres. L'ancien Parlement, aujourd'hui Banque d'Irlande, donne un bel exemple de cette architecture georgienne très inspirée de l'Antiquité. Le Trinity College est la première université d'Irlande, fondée à la fin du XVIe siècle par la reine d'Angleterre, dans le but de soustraire les élites à l'influence de la religion catholique. 4 siècles plus tôt, le château de Dublin marquait déjà la domination anglaise. Il fut par conséquent la cible de violentes attaques tout au long de l'histoire mouvementée de la ville. Christ Church Cathedral occupe un site plus ancien encore, où les Vikings élevèrent une église en bois au XIe siècle. La cathédrale Saint-Patrick remonte encore plus loin dans le temps, puisque le patron de l'Irlande aurait, à cet endroit, baptisé plusieurs fidèles dès le Ve siècle. Le brassage de la population s'est opéré grâce à l'intégration européenne et au rayonnement de l'Empire britannique. Cette ville éclectique cadre avec la mentalité de ses habitants, accueillant
et décontracté, même s'il s'agit de piloter le plus petit cerf-volant du monde. La manière dont les Irlandais accommodent à toutes les sauces leur couleur fétiche prouve que le sens des affaires est compatible avec le sentiment national. Molly Malone, la vendeuse de rue, fut l'incarnation de cet esprit dans une chanson populaire. Phoenix Park est plus grand que Central Park à New York. Ici, on comprend pourquoi l'Irlande a choisi le vert comme emblème. Les cervidés vivent en toute quiétude sur cet espace de 700 hectares. Les daims partagent même leur pâturage avec les joueurs de football et de rugby. Sur le vert uniforme, les symboles de la religion catholique, de la République devant la résidence du président et des monuments anglais coexistent en parfaite entente. En visitant le jardin botanique, on comprend à quel point les Irlandais ont la main verte. Les pluies abondantes et la douceur du climat océanique leur facilitent la tâche. Les roses du jardin sont les dernières à fleurir de l'été. L'inventeur de la serre en métal et en verre est un jardinier anglais qui ne trouva pas mieux pour protéger les espèces exotiques. Pour concevoir une armature légère mais robuste, l'homme s'inspira des structures d'une plante aquatique géante dont la feuille supporte le poids d'un petit enfant. Un énorme nénuphar provenant de l'Amazonie. Un autre monument national peut tenir dans un verre, la bière, et notamment la célèbre bière brune, au col de mousse crémeuse et à l'amertume très particulière. On la consomme par pinte d'un demi-litre dans les pubs et débits de boissons du quartier branché de Temple Bar. Les origines de Temple Bar remontent au Moyen-Âge, à l'époque où le quartier rassemblait de nombreuses activités artisanales, comme l'imprimerie. La rénovation des lieux est source de fierté pour la ville. Oui, on rencontre des palmiers en Irlande. Et le soleil lui-même est parfois au rendez-vous. C'est un grand soleil ardent qui ouvre le cortège de la Saint-Patrick le 17 mars pour conjurer la météo capricieuse de l'hiver finissant. Le trèfle à 3 feuilles est un symbole très répandu car il aurait permis à Saint Patrick d'expliquer le mystère de la Sainte Trinité. Depuis, les références aux légendes et à l'histoire enrichissent les costumes. Dans la rivalité avec l'Angleterre, la France fut souvent une alliée. Tout le monde se met au vert, dans l'ordre et la discipline. Pêle-mêle, les pompes de la monarchie britannique sont évoquées au milieu d'un joyeux cortège qui rappelle les connexions vibrantes de l'Irlande avec la démocratie américaine. Dracula, faisant cause commune avec le clergé, c'est pour la bonne cause d'une parade qui rapproche les contraires. Les personnages qui défilent dans la foulée du clergé sont, eux, beaucoup moins catholiques. La Saint-Patrick est la fête nationale en République d'Irlande. Ce jour-là, pour célébrer l'événement, tous les feux sont au vert. Les vieux démons du passé sont mis hors d'état de nuire, chassés tête basse par la volonté et la détermination des Irlandais.
À la nuit tombée, les festivités se poursuivent à gorge déployée. On s'assoit sur l'orgueil britannique et on sympathise avec tous ceux qui se rallient à la cause irlandaise. Les chants guerriers et les allures martiales vont petit à petit perdre leur vigueur à mesure que la nuit s'enfonce dans les profondeurs du folklore. Bientôt, il sera difficile de distinguer une brune d'une rousse, mais peu importe. Tout Dublin est descendu dans la rue. Malgré l'ambiance chaleureuse, la nuit fraîchit sous le ciel étoilé. C'est l'heure idéale pour apercevoir un leprechaun, un petit lutin chargé de garder les trésors des fées, des chaudrons pleins de pièces d'or dont l'existence est révélée aux profanes par les arcs-en-ciel. Pour tous les Irlandais, le feu d'artifice de la Saint-Patrick dessine les plus beaux arcs-en-ciel et les trésors qu'il désigne ne sont pas près de s'épuiser. Au nord de la baie de Dublin, sur la côte de la mer d'Irlande, les bateaux de plaisance ont élu domicile dans le petit port de Howth. La localité, comme les plaisanciers, se met à l'abri d'une haute péninsule rocheuse qui profite aussi aux bateaux de pêche. Sur les côtes, les différentes températures de l'eau attirent de nombreuses espèces de poissons. Une d'entre elles s'est taillé une réputation mondiale, le saumon. Martin McLachlan. Cela fait une centaine d'années que nous sommes dans le domaine de la pêcherie. On reçoit ici du poisson pêché le long des côtes, mais aussi en provenance de France et d'Espagne. Le saumon fumé est une de nos spécialités. Nous fumons le saumon quasiment de la même manière que nos prédécesseurs le faisaient il y a un siècle. Nous avons juste fait évoluer un peu les standards. Aujourd'hui, nous avons un excellent produit. Et cela marche très bien. Au milieu du XVIIe siècle, les Anglais confisquèrent les 3/4 des terres catholiques du pays. Pour se défendre, les Irlandais, aidés de soldats français, livrèrent bataille au bord de la rivière Boyne. En vain. Non loin de là, à Newgrange, une colline artificielle couvre une tombe collective élevée 3000 ans environ avant Jésus-Christ. La sépulture est entourée de pierres ornées de motifs dont la signification nous échappe encore. L'abbaye de Mellifont, aujourd'hui en ruine, fut au XIIe siècle le premier monastère cistercien d'Irlande. Le roi d'Angleterre y établit son quartier général lors de la bataille de la Boyne. L'abbaye de Monaster Boys n'a pas eu à souffrir de l'affrontement entre catholiques et protestants, car elle avait été abandonnée plusieurs siècles auparavant. Quelques croix celtiques se dressent encore. L'une d'entre elles est, avec ses 6 mètres, l'une des plus hautes d'Irlande. La proximité de la capitale et la régularité du littoral font du sud-est une région depuis longtemps très prisée par les habitants de la capitale. Dublin n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres et pourtant, le dépaysement est déjà total dans le comté de Wicklow grâce aux montagnes du même nom. Un massif de granit nivelé par les glaciers.
La roche granitique oppose une telle résistance aux cours d'eau que ceux-ci renoncent souvent à y creuser leur lit. Le château de Powerscourt House fut construit au XVIIIe siècle par une famille anglaise. D'une manière générale, les aristocrates protestants ont beaucoup contribué à défendre l'Irlande. Les Vikings et les Anglais ont ruiné le monastère de Glendalough, haut lieu du christianisme en Irlande, fondé par saint Kevin. Celui-ci était si patient qu'il attendit l'éclosion d'un œuf pondu dans sa main par une corneille. Plus au sud, la ville de Kilkenny et son puissant château furent des bastions normands taillés dans le calcaire noir local. Des Vikings, venus de France, débarquèrent au XIIe siècle dans une cité qui multipliera en vain les brimades pour empêcher leur intégration. Dans toute l'Irlande, Kilkenny est la mieux conservée des villes médiévales. Contre le rocher fortifié de Cashel, les Irlandais, comme les Vikings précédemment, jetèrent toutes leurs forces pour saper le pouvoir d'un clan originaire du pays de Galles et installé ici depuis le IVe siècle. Au bord de la rivière Suir, on est surpris de découvrir les bâtiments intacts du Caer Castle. Le château est resté en parfait état, tout simplement parce qu'il se rendit sans résistance au terrible Cromwell. La douceur et la quiétude de Thomastown tranchent avec la cruauté de l'anglais. À proximité, l'abbaye de Jerpoint fut en service jusqu'au XVIe siècle. Ses ouvertures romanes ont résisté au trafic routier. Sur la côte sud, les Vikings ont débarqué au 8e siècle à l'embouchure de la rivière Suir pour fonder la ville de Waterford, la plus ancienne cité d'Irlande. Sur l'emplacement d'une tour viking, les Normands ont élevé la Reginald's Tower qui verrouillait les fortifications. La cathédrale occupe également le site d'un sanctuaire viking. En direction de Cork, vers l'ouest, la route longe une côte sans histoire. Elle passe à travers une région qui serait sans doute restée anonyme si le réalisateur américain John Huston n'avait tourné dans la localité de Youghal une partie de son célèbre film Moby Dick. Gregory Peck et toute l'équipe s'installèrent ici en 1954, mais personne n'y aperçut la moindre baleine blanche. Deuxième ville de la République d'Irlande, Cork entretient sa vitalité économique au creux d'une étroite et profonde échancrure, creusée dans la côte par la rivière Lee. De tout temps, la ville a marqué son caractère et son indépendance d'esprit. Le patrimoine immobilier témoigne de la réussite d'une cité entreprenante. L'énergie et l'habileté des Irlandais s'expriment dans le hurling, une sorte de hockey sur gazon. Il faut lancer avec violence, to hurl en anglais, une balle de cuir avec une batte en bois de frêne. Un sport ancestral dont les meilleurs joueurs sont ici des stars. La côte sud-ouest de l'Irlande s'enfonce loin dans l'Atlantique. Elle bénéficie de l'influence du Gulf Stream qui baigne l'atmosphère d'une douceur inhabituelle à cette latitude. La baie de Bantry est dominée par une magnifique propriété. Celle-ci appartient à une famille d'origine anglaise qui fut anoblie pour avoir prévenu les troupes qu'un débarquement français se préparait. Sir Egerton White. La propriété appartient à ma famille depuis 1739.
La maison était très petite au début. Un de mes ancêtres a voyagé en France, en Allemagne et à travers toute l'Europe. Il a rapporté des meubles de tous ces pays. Ainsi, on a dû agrandir la maison. On a aussi dessiné des jardins classiques. La maison et les jardins sont ouverts au public depuis 1946, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On peut maintenant séjourner ici en nuit et petit déjeuner. Les jardins à l'italienne surprennent dans un pays où la nature s'exprime sans entrave. En remontant la côte, les péninsules sauvages empiètent sur l'océan. Niché dans une végétation brimée par le vent du large, le village de Kenmare surprend par la chaude palette de ses couleurs, presque méditerranéennes. Pendant les belles journées ensoleillées d'été, la coquette cité se donne du répit avant de rencontrer l'âpre beauté de la péninsule voisine par la route légendaire du Ring of Kerry. La péninsule d'Iveragh rassemble une variété de paysages uniques en Irlande, contenus dans une circonférence de 200 km environ, où les rhododendrons mauves tranchent sur les criques de sable blond. À l'intérieur de la péninsule, les terres en friche cèdent la place à un habitat bien intégré. Plus au nord, la péninsule de Dingle préserve jalousement son magnifique isolement. Le vent de l'Atlantique a accumulé le sable en dunes qui bordent les larges plages de la côte sud. Sur cette même côte, la ville de Dingle paraît bien loin de tout. C'est précisément à cause de son éloignement que cette région constitue une entité linguistique originale, le Gaeltacht. On y parle encore le gaélique, une langue celtique très complexe qui ne prononce pas toutes les lettres et qui place des majuscules au milieu des mots. La télévision elle-même parle encore cette langue traditionnelle. Exemple, la retransmission d'un match de football gaélique, un curieux mélange très rapide de football et de handball, avec des équipes de 15 joueurs et des passes, comme au rugby. Le gaélique est une langue bien vivante, qui compte parmi les langues officielles de l'Union européenne. Comme le gallois et le breton, le gaélique remonte à l'époque celtique, dont les apports à la culture occidentale ne sont plus à démontrer. Harris Moore, directeur du musée celtique. Ici, l'influence celtique remonte à 200 ans avant Jésus-Christ. D'ailleurs, avant cette époque, vous ne trouvez rien de celtique nulle part. Les Celtes, c'étaient des tribus, avec beaucoup de différences et de similitudes. Ce n'était pas un empire comme la Grèce ou Rome, bien que les Celtes se soient trouvés un peu partout en Europe, en Hollande, Allemagne, France, Espagne. Le chiffre 3 est mystique et sacré pour les Celtes. Le sanglier, le cochon sauvage, est le symbole de la fertilité, du courage et de la bravoure au combat. Il y a beaucoup d'autres symboles, comme le canard, vous en voyez partout. Les canards et les cygnes. À l'extrémité de la péninsule de Dingle, l'Irlande atteint sa limite occidentale. Vers l'intérieur des terres du comté de Kerry s'ouvre l'un des 5 parcs nationaux d'Irlande, le Killarney National Park, classé par l'UNESCO parmi les réserves de la biosphère.
Dans leur expédition en Irlande, les Vikings, toujours eux, prirent position sur la côte du centre-ouest, à Limerick, à l'embouchure du Shannon, le plus long fleuve de l'île et voie d'accès stratégique. Le château n'existait pas quand les Vikings sont arrivés au Xe siècle. Leurs dracars remontèrent alors le Shannon, navigable sur 250 km. Aujourd'hui, l'aéroport de Shannon, parfois mentionné dans son nom gaélique, est le deuxième d'Irlande, et sa zone franche stimule toute l'économie nationale. C'est d'ailleurs à l'aéroport de Shannon que le premier magasin hors taxe du monde a été ouvert à la fin des années 1940. Beaucoup de sociétés internationales, surtout dans le domaine des hautes technologies, s'y sont installées pour bénéficier notamment d'un système fiscal favorable. Les sombres falaises de Moher dominent l'océan Atlantique d'un impressionnant blockhaus naturel de schiste et de grès. Pour observer les milliers d'oiseaux qui nichent dans les anfractuosités de la roche, il vaut mieux ne pas être sujet au vertige et respecter quelques règles de prudence. « 200 mètres plus bas, la mer se livre à un travail de sape ininterrompu qui mine les rochers friables et précipite leur chute ou leur découpe. Au large, les îles d'Arran se profilent à 40 minutes de bateau. Malgré leur isolement, ces îles sont habitées depuis la préhistoire. La distance a permis de conserver la pratique du gaélique, ainsi que certaines traditions artisanales, comme celle des fameux pulls issus d'une laine non dégraissée. Frances Beattie. Long ago, it was believed that il y a longtemps, on pouvait presque reconnaître quelqu'un par le pull, car chaque famille avait son propre dessin. À l'origine, les gens faisaient les pulls pour eux-mêmes. Puis les touristes sont arrivés. Ils ont aimé nos pulls et ils nous ont demandé de nous en faire pendant leur séjour. Aujourd'hui, c'est très difficile de savoir d'où vient un pull. C'est pourquoi l'étiquette d'origine est si importante. Partout, des murets de pierres sèches protègent la mince couche de terre arable contre l'érosion implacable des vents océaniques. C'est en raison des vents également que les maisons sont basses et leurs ouvertures réduites au strict minimum. Le fort Dún Engesa tire profit d'une roche qui affleure. Il fut occupé pendant le premier millénaire avant Jésus-Christ et suscite pas mal de questions car il ne disposait d'aucune réserve d'eau. Cette position défensive exceptionnelle est renforcée par un chaos de blocs aux arêtes coupantes. Les murs circulaires rendaient le fort inexpugnable au-dessus de la falaise. À l'est des îles d'Arran, derrière un barrage à saumon, la ville de Galway n'était qu'un village quand les Normands, très loin de leur point de départ, s'en emparèrent au XIIIe siècle.
Avec sa cathédrale massive, Galway constitue une sorte de balise, une borne qui marque pour des milliers de visiteurs l'entrée d'une des régions les plus grandioses et les plus photogéniques d'Irlande, le Connemara. Quand l'impitoyable Cromwell eut chassé les paysans catholiques de leurs terres, il leur proposa, avec mépris, de s'installer en enfer ou ici. L'Anglais savait parfaitement ce qu'il faisait, car les 3/4 de cette terre, maigre, gorgée d'eau, ne pouvaient pas être cultivés. Il a fallu des siècles d'obstination et d'organisation des sols pour en tirer quelque subsistance. La terre acide suffit à peine à la croissance d'une végétation chétive. Depuis le XXe siècle, les résineux couvrent des surfaces jadis inutiles. Aujourd'hui, la forêt représente 5% du territoire, et même si les espèces plantées n'offrent pas un bois de premier choix, le reboisement de l'Irlande a commencé. 17% du sol irlandais livre une autre ressource, la tourbe. Elle résulte de la décomposition et du compactage de mousses qui fournissent un combustible peu calorifique. La tourbe assure 14% de l'électricité nationale. Le village de Cong vécut au début des années 1950 le tournage du film de John Ford, L'homme tranquille, avec John Wayne et Maureen O'Hara. Le réalisateur et l'actrice partageaient tous deux des origines irlandaises. Pendant la durée du tournage, les vedettes du film séjournèrent au château victorien d'Ashford, construit au XIXe siècle. Le lac de Kelmore reflète l'abbaye du même nom, installée dans un château du XIXe siècle par des bénédictines originaires de Ypres, en Belgique. Les murs abritent aujourd'hui une pension chic pour jeunes filles de bonne famille. Grâce à la qualité de son environnement, l'Irlande s'est forgé une réputation internationale dans le domaine de la pêche en eau douce. Les nombreux lacs se prêtent de plus en plus à l'élevage d'espèces sauvages maintenues dans leur milieu naturel. Aucun point d'Irlande ne se trouve à plus de 100 km de la mer. Oui, la mer est incontournable. Dans la mémoire irlandaise reste gravé le souvenir de la grande famine qui décima la population au XIXe siècle, qui raya de la carte plusieurs dizaines de localités et qui incita de nombreux survivants à émigrer. Le soleil peut faire partie du paysage en Irlande, contrairement à certaines idées reçues. En latitude, l'île se situe plus au nord que Terre-Neuve et la pluie verdit même les ruines. La douceur de vivre ici doit beaucoup au découpage extrême des côtes qui se déroule sur 5000 km. À 80 km de Galway, la petite ville de Clifden pointe le ciel de ses toits aux schistes luisants. La bourgade, très animée l'été, a été fondée par un gros propriétaire foncier ruiné au XIXe siècle. La riante cité revendique sérieusement le titre de capitale du Connemara. Un endroit idéal pour faire connaissance avec l'imposant Irish Stew, une sorte de ragoût national. Le Connemara est une terre rude, et pourtant,
le ciel y semble souvent à portée de main. En montant vers le nord-ouest, la République d'Irlande se rétrécit à l'extrême pour s'étendre à nouveau dans le Donegal, sur des terres qui touchent ici leur plus total dépouillement. Dans le comté de Mayo, la localité de Westport offre un bel exemple de l'urbanisme georgien au XVIIIe siècle. Les perspectives et les proportions structurent élégamment l'espace habité. La musique joue un rôle non négligeable dans la transmission des traditions en Irlande, particulièrement sur les flûtes de Michael Connolly. Je fais ça depuis plus de 20 ans. J'ai commencé parce que je voulais une flûte en bois pour moi-même. Je ne pouvais pas en acheter parce que je n'avais pas d'argent. Les premières que j'ai faites se fissuraient ou se cassaient. Depuis, j'utilise le polymère, car c'est plus solide que le bois. Il y a des gens de partout qui achètent mes flûtes. Des fanfares américaines, des musiciens traditionnels irlandais, quiconque joue de la musique peut acheter mes flûtes. La ville et la région de Sligo se flattent d'avoir inspiré l'un des plus grands noms de la littérature anglaise, William Butler Yeats, qui passa ici de nombreuses années dans la famille de sa mère. Le poète deviendra, au début du XXe siècle, l'un des plus brillants défenseurs de la cause irlandaise. L'Irlande mythique alimente la passion de Yeats pour les sciences occultes et explique ses contacts avec les esprits. À Donegal, dans le nord du pays, l'Écosse n'est pas loin. Les couleurs et les dessins du kilt permettent de reconnaître les clans. En revanche, l'Écosse n'a pas le monopole de la cornemuse qui peut être irlandaise ou même bretonne. Au XVIIe siècle, parce qu'ils craignaient pour leur culture, 4 franciscains rédigèrent une histoire de l'Irlande. Un obélisque rappelle ce travail, un important document historique. En quittant Donegal, la baie du même nom s'ouvre amplement sur l'océan Atlantique. Les impressionnantes falaises de Slieve League contiennent les nuages. De leur masse, elles dominent les vagues qu'elles écrasent au bas d'une paroi verticale de 600 mètres. Par grand vent, l'approche de cette muraille dissuasive n'est pas sans danger.
Plus au nord, les courbes du parc national de Glen Veigh révèlent le formidable travail d'érosion accompli par les glaciers. En fondant il y a plusieurs milliers d'années, ils ont lentement glissé sur le sol et y ont laissé une empreinte qui conduit tout droit à la mer. La trace est suivie par le vent, par les cours d'eau et par tout ce qui bouge. L'Irlande atteint ses limites septentrionales, celles de son peuplement et celles de son espace géographique, à l'extrémité solitaire des péninsules de Rossgill et de Fanad Head. L'Irlande du Nord, ou Ulster, englobe 6 comtés. Ceux-ci furent rattachés au Royaume-Uni en 1921, alors que la République était créée au sud. La ville de Derry porte jusque dans son nom la marque des tensions entre protestants et catholiques. En effet, les catholiques rejettent l'appellation Londonderry, qui est en vigueur depuis le XVIIe siècle. London fut ajouté à Derry pour remercier les colons anglais qui avaient érigé les remparts de la ville. À côté d'une industrie textile florissante, les quartiers populaires catholiques ont souvent exprimé leur mécontentement en défilant vers le centre de la localité, dessiné en diamants. L'action des soldats britanniques fut particulièrement sévère pour la population catholique lorsqu'un dimanche de janvier 1972, la répression d'une manifestation fit 14 victimes. Le monde entier a retenu l'épisode tragique du Bloody Sunday, le dimanche ensanglanté. Siège des institutions municipales, le Guildhall symbolisait le pouvoir protestant. Il fut plusieurs fois la cible d'attentats. Depuis ces événements douloureux, le calme est revenu dans la ville de Derry. De nombreux artisans y puisent même leur inspiration créatrice. Kevin Bond est graveur de verre. Tous mes verres et cristaux sont faits à la main. C'est moi qui l'ai fait. C'est un travail très spécialisé. Dans le cristal ou le verre, on grave des dessins, des blasons comme ceux de la ville, des trophées pour les clubs de football. Je fais beaucoup de verres pour des sociétés, des compagnies de tout genre. En montant vers le nord de l'Ulster, les paysages s'ouvrent et prennent rapidement la mesure du grand large. À l'aplomb des vagues, le château de Dunluce possédait un accès direct à la mer par un souterrain et bénéficiait d'un isolement presque total. En s'approchant de la mer, on découvre une curiosité géologique, la chaussée des géants, un extraordinaire amoncellement de roches basaltiques aux lignes géométriques très régulières. Leur origine remonte à une coulée de lave dont le refroidissement brutal a entraîné la formation de prismes caractéristiques. Selon la légende, cette chaussée devait servir à un géant qui voulait rejoindre sa bien-aimée sur une île au large. Les distances ne sont pas faciles à franchir sur une côte aussi découpée. Le pont de corde Carrick-a-Reedy enjambe un vide de 25 mètres. Par sécurité, on ne peut l'emprunter en hiver. Ces falaises inaccessibles sont à la période de nidification le refuge de milliers d'oiseaux marins qui exploitent les forts courants ascendants pour rejoindre leur progéniture. L'approche est parfois laborieuse. À hauteur du village de Cushendon, sur la côte est, la mer d'Irlande se rétrécit au point de laisser apparaître l'Écosse.
En descendant la côte vers le sud, le trafic devient plus dense, quel que soit le mode de transport utilisé, à l'approche de la capitale. Belfast. La ville rassemble 500 000 habitants, le tiers de la population d'Irlande du Nord. L'architecture urbaine témoigne du passé industriel de la cité, qui fut l'une des villes les plus prospères de l'Empire britannique. Les lieux de culte, comme la cathédrale, et l'opposition à la domination britannique caractérisent le quartier des catholiques. Leur lutte a pris une forme politique avec le parti du Sinn Féin, ou une forme armée avec l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. Sur les murs ou dans les esprits, plusieurs décennies de conflits ont laissé des cicatrices à travers une ville où les deux communautés, aujourd'hui quasiment en nombre égal, sont encore séparées par un triste mur de la paix. Les portes entre les deux quartiers antagonistes sont pourtant grandes ouvertes. Et dans la populaire partie protestante, tout autour de Shankill Road, les signes de ralliement à la couronne britannique ne déchaînent plus les passions, ni dans les temples, ni dans les rues. Sur les briques, les peintures murales ont figé les combattants, et la présence des forces de l'ordre est destinée à désamorcer les tensions. Le centre de Belfast témoigne de la richesse passée de la ville. L'hôtel de ville, construit juste après le décès de la reine Victoria, marque la suprématie politique et économique du Royaume-Uni, tout comme le Scottish Provident Building sur Donegal Square, au centre de la cité. Le symbole de l'Ulster orne les façades, notamment sur la plus ancienne bibliothèque de Belfast, une main rouge qui rappelle la prise de possession du pays par les Vikings. Derrière ces façades austères, la religion protestante a façonné le visage de Belfast. Mais la ville arbore aussi les couleurs plus relevées d'une société qui porta le théâtre et la musique au fronton de la culture. Aujourd'hui, on peut dire que Belfast revient de loin. La ville respire depuis qu'ont été conclus les accords de paix. Elle se rénove aussi et se dynamise, notamment grâce aux institutions européennes et à leurs aides importantes. L'élection de représentants parmi toutes les sensibilités locales tranche avec une tradition encore incarnée par la vénérable Queen's University. Aussi conservateur soit-il, l'établissement a pourtant formé une des présidentes de la République d'Irlande. Un pub de style victorien, le plus ancien d'Irlande du Nord, participe à un véritable art de vivre en société. Elle est bien révolue l'époque où la bonne société se cachait pour boire dans ces lieux de perdition. Les traditions sont bien vivantes en Irlande. Il suffit d'entrer ici pour le comprendre. Le spectacle est dans la salle comme sur la scène, car les Irlandais, qu'ils soient du nord ou du sud, savent faire la fête. Tous les rythmes se marient en Irlande. Ceux de la fête, ceux de la nature et ceux de l'histoire. L'Irlande, une île magique, pétrie de légendes mystérieuses,
est parcouru de lumières rares. Sur l'île d'Irlande, une lumière colorée domine jour et nuit, celle de l'île verte.